C'était il y a tout juste 5 ans, vous vous en souvenez certainement. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Et depuis, il s'en est passé des choses. On est sorti affecté de la séquence Covid, mais un mal-être profond de la société française n'est pas guéri. Celui d'un pays géré à l'image d'une start-up et des décisions politiques toujours plus favorables au grand capital, toujours plus impopulaires. Réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, loi séparatisme, sécurité globale, plan de licenciement à l'appel, dérapage budgétaire et j'en passe et des meilleurs. Tout cela charriant évidemment son lot de manifestations et de piquets de grève comme de violences policières. Et pourtant, à l'heure de se rappeler du chemin parcouru depuis 5 ans, Emmanuel Macron a publié un message sur son compte X affirmant que le Covid a révélé en fait la force de notre unité, je le cite, notre unité qui ne doit jamais cesser de nous inspirer, de nous guider. Mais de quelle unité parle-t-il? Et faut-il questionner ses propres responsabilités dans une fracture de notre société? Nous en parlons avec Bélir Nabli et notre invité Riti Thibault. Bonsoir Riti. Bonsoir Fabrice. Je rappelle que tu es l'auteur d'un ouvrage qui sort en librairie le 20 mars et intitulé « Quand les monarques nous font taire ». Je vous présente cet ouvrage « Quand les monarques nous font taire, retour du crime de lèse-majesté ». Merci d'avoir accepté notre invitation, Riti. L'unité de la France, bonsoir Bélir. Je crois que tu m'avais oublié. Non, et bien sûr que non, je ne pourrais pas t'oublier. Tu es le cœur de cette émission, au cœur de l'actu. L'unité de la France renforcée après le Covid, nous dit Emmanuel Macron, d'accord avec cette affirmation? Non, mais... Allez, on va se faire d'abord l'avocat du diable en rappelant qu'en tant que président de la République, il doit incarner l'unité de la nation. Il est représentant de la nation, il faut le rappeler, dès lors qu'il est élu par la nation à l'occasion de l'élection présidentielle. Donc il a une légitimité à parler en notre nom. Après, cette légitimité-là, elle sera d'autant plus forte si son discours... n'est pas décalé par rapport au réel. Et le problème avec les extraits que tu as montrés, c'est cette sensation de décalage entre finalement le réel et sa vision du réel. Alors, pour se remémorer le contexte, ce qui est aussi intéressant, c'est le mot de guerre qu'il a mobilisé, un langage martial, qui fait écho à un phénomène plus large, c'est qu'il y a une surmobilisation de ce langage-là dans la vie politique française. Et avant lui, ainsi, pour donner un exemple, tu avais Manuel Valls qui avait aussi parlé de guerre contre le terrorisme. Là, tu as une guerre sanitaire. À la fin, on ne sait plus très bien ce qu'est une guerre, alors même qu'elle correspond à une réalité. C'est notamment ce qui se passe en Ukraine, la guerre. C'est-à-dire la confrontation entre deux armées conventionnelles qui s'opposent. Et donc, à force de jouer avec cette réalité-là, il, en l'occurrence, participe à une forme de confusionnisme. Donc, il faut faire attention avec le recours et l'usage de ce type de mots, parce qu'en plus, derrière, tu instilles une forme d'anxiété dans la société. Et là, pour le coup, c'est pas le rôle du président de la République de diffuser une forme d'anxiété, d'incarner non pas l'unité de la nation, mais son caractère anxiogène ou le caractère anxiogène d'une séquence. Donc, en cela, il engage, de mon point de vue, une part de responsabilité politique en choisissant le ton martial et le recours à une forme de dramatisation qui n'est pas forcément conforme aux intérêts du pays et à sa fonction. Et en faisant une transposition, le mot guerre aujourd'hui, tu le disais, renvoie à l'Ukraine, mais renvoie aussi à une forme de volonté de sa part, Emmanuel Macron et du gouvernement, de mobiliser les Français, de leur faire adhérer à cette envie d'être en économie de guerre, d'être dans un mode de vie qui prenne en compte la guerre en Ukraine. Ouais, même chose. D'un côté, c'est assez légitime de rappeler les 5 ans, de commémorer, entre guillemets, ces 5 ans, parce que la pandémie en soi, c'était un événement historique
qui a bouleversé l'ordre politique, l'ordre social, l'ordre institutionnel, avec une concentration des pouvoirs à l'Élysée. Mais en même temps, il y a une forme d'opportunisme politique dans cette prise de parole et dans les termes, encore une fois, qu'il a utilisés. Parce qu'effectivement, parler d'unité aujourd'hui, quelques jours après avoir indiqué que la France était avait été dans une situation de menace existentielle eu égard à ce que représentait la Russie par rapport à l'Europe et à la France en particulier, c'est une manière, encore une fois, de participer à une forme de dramatisation de la séquence historique et de se placer au cœur de cette séquence, parce que c'est ça qui est en jeu aussi. Hein. On n'a pas affaire à un historien, on a affaire à un acteur politique qui, en plus, est animé par une volonté, finalement, de se placer au cœur du jeu, sachant que la séquence politique franco-française, elle, est marquée a priori par une marginalisation du président de la République. Donc, le fait de rappeler la séquence pandémie et souligner, marteler le caractère tragique de l'histoire, c'est une manière de se positionner au cœur de notre présent et ainsi renforcer à la fois sa légitimité et finalement son rôle dans la séquence actuelle. Riti, sur cette unité vantée par Emmanuel Macron? Oui, moi je pense qu'effectivement, on est là face à un procédé de réécriture de l'histoire du temps présent. Monsieur Macron, il s'érige à travers cette déclaration comme un grand sauveur, comme un chef de guerre qui nous a sauvés de cette crise majeure. Or, en réalité, les choses sont tout autres, dans la mesure où déjà il appartient à une caste sociale et politique qui porte la responsabilité de l'explosion en cours et à venir des crises sanitaires et la multiplication des épidémies, parce que c'est bien la prédation de l'homme, du capitalisme sur la terre et sur le vivant qui voit se multiplier les crises sanitaires et écologiques. Et donc, en ce sens, il y a cette responsabilité-là qui est totalement occultée dans son discours. Je voulais le rappeler en premier lieu parce que c'est important. Et par ailleurs, s'il y a eu une crise sanitaire, c'est aussi parce que M. Macron, il appartient à cette élite, à ces dirigeants, à cette classe dominante et dirigeante qui a totalement déstructuré l'hôpital public et le champ de la recherche scientifique. C'est quand même deux éléments à avoir à l'esprit, parce que si cette épidémie, elle a été si ingérable que cela, c'est bien parce qu'on avait à l'époque un hôpital public à terre qui faisait suite à maintenant quelques décennies de déstructuration néolibérale de nos services publics et en particulier de l'hôpital public, que le champ de la recherche scientifique également était à terre et que les laboratoires étaient français dans l'impossibilité de trouver des solutions rapidement. Donc il y a toute cette responsabilité-là dans la crise qui est occultée. Et puis par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que les dominants et les dirigeants sont très forts, et Macron en a une belle illustration pour instrumentaliser les crises, pour en tirer profit. Vous savez, c'est la stratégie du choc développée par Naomi Klein. C'est-à-dire que ces gens-là, dès qu'il y a une crise, avérée en l'occurrence, ils cherchent à l'instrumentaliser pour asseoir leur autorité et leur pouvoir et pour pérenniser des mesures d'exception. On l'a vu notamment avec Macron. Alors là, je m'éloigne peut-être un peu, mais ça me semble lié. Quand il arrive en fonction en 2017, une de ses premières mesures, ça a été de faire entrer dans le droit commun les mesures d'exception présentes dans l'état d'urgence. On le déclenchait à l'époque par Hollande suite aux séries d'attentats qu'avait connu la France. Donc là, ce qui s'est passé avec Macron, et la crise sanitaire a été un accélérateur, mais ça avait déjà commencé en 2017 et ça continue, c'est qu'on est face à un processus de fascisation où, sous prétexte de crise, sous prétexte de guerre, l'élite cherche à asseoir son pouvoir, Macron cherche à s'accaparer et à concentrer de plus en plus de pouvoir, et il y a un recul flagrant, extrêmement net, sur le plan des libertés. Et faire croire aux gens que la seule manière de gérer les crises sanitaires, belliqueuses, économiques, c'est de se priver de nos libertés, c'est un mensonge avéré, dangereux, qu'il faut combattre. Parce que les solutions face aux crises, qu'elles soient sanitaires, écologiques, militaires et autres, c'est l'intelligence collective, c'est la démocratie. C'est pas la concentration des pouvoirs entre les mains de quelques-uns. Parce que le génie, il est dans le collectif. Il n'est pas entre les mains de ces quelques individus. Donc non, cette déclaration, elle est hors sol, elle est à la hauteur, si je puis le dire, du sinistre personnage qui est M. Macron. Et encore une fois, moi, je pense que le temps est l'ami du juste et que l'histoire, et en l'occurrence, effectivement, je suis étudiant en histoire, il y aura un travail
des historiens importants à faire, et notamment qui peut commencer maintenant, dans le détricotage de cette gestion calamiteuse de la crise sanitaire. Donc, Monsieur Macron, il peut dire à d'autres gens il peut nous sortir ce discours-là à d'autres gens, mais pas à nous. Nous, on sait qu'il est tout sauf un gestionnaire de crise. Il est au contraire le déclencheur des crises et son accélérateur. Bélir, c'est vrai que la gestion politique de cette pandémie a quand même interloqué. Les Français ont été opposés notamment sur le pass sanitaire, sur des déclarations d'Emmanuel Macron ou de membres de son gouvernement concernant les masques, concernant les personnes non vaccinées. Comment expliquer qu'il interprète aujourd'hui aussi différemment la situation et le parcours depuis le Covid? Alors, je ne parlerai pas forcément de fascisation pour caractériser la tendance du régime, mais en fait, il y a effectivement un enjeu dans ces moments de crise qui donne lieu à ce qu'on appelle des régimes d'exception. Des régimes d'exception qui se caractérisent par deux éléments: une concentration des pouvoirs, en particulier dans les mains de l'exécutif, et deuxièmement, une régression des droits et libertés individuels et collectifs. Et là, en l'occurrence, il y a effectivement un risque pour la démocratie dans ce type de période d'exception. Et en ce sens, on ne voit pas en quoi il faudrait les célébrer comme des périodes de référence. D'autant plus qu'effectivement, l'unité en question, celle à laquelle le président de la République a fait référence, est effective. On a eu affaire à une mobilisation de forces vives de la nation. Notamment ces petites mains qu'on invisibilisait de l'ordre social, des éboueurs jusqu'aux transporteurs, des gens dont on n'entend jamais parler. Je ne parlerai même pas des infirmières qui étaient aux premières loges et sur le front, puisque le langage les travailleurs essentiels, comme on les appelait. Oui, mais qui sont traditionnellement invisibilisés par le discours politique et le discours médiatique, et qui se sont retrouvés aux premières loges de cette crise et qui ont eu à en assumer l'essentiel du poids, finalement, concrètement parlant. Donc, d'ailleurs, je renvoie également à une autre réalité, des données statistiques qui attestent que les quartiers populaires ont été particulièrement touchés par la pandémie pour des raisons différentes, mais notamment à cause du fait qu'elles n'ont pas pu arrêter de travailler à titre individuel pour des raisons qui renvoient à la structure de notre ordre social, où finalement, dès lors qu'on est soumis au pouvoir hiérarchique, on ne peut pas. Il n'y a pas de cette liberté qui consiste à pouvoir se préserver sa santé individuelle notamment. Et donc, c'est ainsi qu'on peut expliquer notamment que le département de Seine-Saint-Denis avait été particulièrement touché par cette pandémie dès les premiers temps. Donc, cette unité-là ne saurait masquer une réalité qu'a révélée en vérité cette pandémie, à savoir que les fractures sociales se sont traduites également dans le bilan de cette pandémie, encore une fois, qui a touché d'abord et avant tout, tant du point de vue de la mobilisation des travailleurs dont on n'entend pas parler, et du point de vue du bilan macabre, malheureusement, des personnes défavorisées. Donc c'est ça plutôt la réalité de l'ordre social, plutôt qu'une unité qui est de bonne aloi, comme on dit. C'est normal d'en appeler à l'unité nationale face à un péril, même de nature sanitaire, mais c'est un discours qui ne saurait masquer la réalité. Alors, 2 ans après le déclenchement du Covid, entre les deux mandats, Emmanuel Macron lui-même nous disait pourtant, et se contredisant sur ces déclarations actuelles, qu'il existait dans le pays des forces de division qu'il fallait combattre. On l'écoute. Alors, mes amis, enfin, pour bâtir tout cela et relever nos défis, il nous faudra savoir bâtir notre unité. Combat difficile, tant les forces de division sont nombreuses, qui opposent les Français les uns aux autres, ceux qui sont nés en France et les autres, les plus modestes aux plus riches, les urbains aux ruraux, les musulmans pour lesquels le ramadan commence en ce jour, aux autres croyants.
et combat nécessaire si nous ne voulons pas diluer notre force dans nos divisions. Et pourtant, par la suite, les forces de division sont apparues dans son propre camp. Je vous propose d'écouter l'actuel Premier ministre François Bayrou. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous ? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non ? On approche, en tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là. Alors, Iti, les archives sont implacables. Tu voulais réagir là-dessus également sur ce qu'a dit Bélir. Oui, alors juste avant une petite réaction pour dire que tout à l'heure, quand je parlais de fascisation, j'assume dans la mesure où pour moi c'est euphémisant que de parler simplement de crise de la démocratie. En ce sens, je pense que ce qui caractérise une dérive fasciste, c'est lorsque l'exception dont vous avez parlé devient la norme. Et c'est ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, sous prétexte de situation de crise permanente, on est dans des gestions d'exception autoritaires. Et en ce sens, quand le quotidien, c'est l'autoritarisme, le vol des élections, on l'a vu en juillet dernier suite à la dissolution décrétée par Macron de l'Assemblée nationale, eh bien pour moi, on peut tout à fait parler de processus de fascisation. D'autant que pour faire le lien avec les extraits assez éloquents qu'on vient de regarder, effectivement, Macron est tout sauf un homme qui unit le pays. Au contraire, il divise profondément le pays. Ses derniers gouvernements illégitimes sont particulièrement éloquent en la matière, notamment le gouvernement Bayrou, qui a en son sein, comme ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, qui a des affinités particulièrement connues du grand public, avec des personnages comme Philippe de Villiers qui était porte-parole, un des porte-voix d'Éric Zemmour durant sa campagne présidentielle, donc la boucle est bouclée pour ainsi dire. Donc je pense que effectivement Macron a des proximités qui sont grandes avec la droite extrême et l'extrême droite. Vous savez, il y a un ouvrage que je conseille et que je recommande vivement de Sébastien Fontenelle qui s'appelle Macron et l'extrême droite du barrage au boulevard. C'est un ouvrage dans lequel ce chroniqueur, journaliste, décrit comment M. Macron, depuis 2017, il a fait des concessions idéologiques énormes. Il a mené une politique d'extrême droite en rendant hommage à Pétain, en menant une politique islamophobe, en instituant une islamophobie d'État inédite, notamment avec la loi séparatisme, les tentatives de loi sécurité globale, la pseudo-loi anti-casseurs, la gestion autoritaire de la crise sanitaire. Enfin bref, tout ça nous dit quelque chose qui est totalement contraire à la démocratie. Donc non, M. Macron, c'est effectivement un instigateur de la division. Et c'est assez marrant, le meeting de 2022 que vous venez de diffuser, dans lequel il cite les musulmans, alors que je reviens là-dessus, mais il n'y a jamais eu une politique aussi islamophobe que sous Macron. Et là, Darmanin et Retailleau en font une bataille principale. Ils annoncent tous les deux quitter le gouvernement, par exemple, si M. Macron ou le reste du gouvernement, M. Bayrou, recule sur l'interdiction du port du voile à l'université et lors des compétitions sportives. Sur le cas ce qui est extrêmement grave. Des ressortissants algériens aussi, sur l'expulsion des ressortissants algériens. Mais sur la question du voile, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire exclure de la société et mettre au banc de la société littéralement des gens au nom de leur confession, c'est le contraire de la laïcité, c'est profondément discriminatoire, ça en dit long sur le degré de banalisation du racisme qu'est l'islamophobie. Et moi d'ailleurs je m'interroge sur l'absence de réaction de la gauche, du moins une réaction qui n'est pas assez à la hauteur à mon goût. Face à cette offensive islamophobe et raciste, on devrait se mettre en ordre de bataille et être aux côtés de nos compatriotes, de nos concitoyens de confession musulmane qui sont attaqués au nom de leur religion. Et ça, c'est extrêmement grave parce que vous savez, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis étudiant en histoire, mais par ailleurs, je m'intéresse beaucoup aux périodes de persécution sur des fondements d'opinion et des fondements de croyance, parce que, ou d'origine culturelle, parce que mes ancêtres, je l'ai souvent dit ici sur le plateau du Média, ont eux-mêmes vécu ce type de persécution. Moi, mes ancêtres, à partir des années de 1939 en France, parce qu'ils étaient roms, sinti, yéniches, voyageurs, manouches, ils ont été enfermés dans des camps, assignés à résidence. Pour certains d'entre eux, les membres de leur famille ont été déportés. Donc je porte cette mémoire-là. Et quand je vois que ces processus de persécution, ils se répètent, je suis profondément inquiet. Donc non,
Macron, encore une fois, c'est un homme profondément dangereux qui se complaît à gouverner main dans la main avec l'extrême droite. On le voit parce qu'il multiplie des accords sous la table avec l'extrême droite, notamment sur la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. On voit qu'aujourd'hui, il y a une dépendance réciproque de l'extrême droite historique, incarnée par la famille Le Pen et par Marine Le Pen, et le Front National, le Rassemblement National, et M. Macron. Il gouverne main dans la main, en quelque sorte, en faisant semblant et de mimer dans l'espace public une illusoire opposition. Bélir, tu parlais tout à l'heure de la surdité, en quelque sorte, de cet exécutif qui a l'air totalement déconnecté de la réalité que peuvent vivre les Français. Est-ce que c'est un aspect à pointer encore plus vivement quand on voit aussi comment politiquement cela se passe, le passage en force via le 49.3 sur la réforme des retraites, on a vu les nombreuses manifestations qui s'en sont suivies. Est-ce que c'est de nature à aggraver la défiance des Français envers les institutions et envers le président de la République? Oui, à travers tes questions et à travers l'échange, on voit bien que ce qui pointe, c'est finalement la qualification de ce qu'on appelle le macronisme. Qu'est-ce que le macronisme? Et bon, encore une fois, moi, je ne ferai pas d'analogie avec le fascisme qui est quand même historiquement, j'allais dire non pas daté, mais identifié. Et je ne ferai pas de parallèle aussi, mécanique. Par contre, on peut qualifier le macronisme comme faisant partie de la famille de ce qu'on appelle le libéralisme autoritaire. C'est-à-dire ce qui a été pensé notamment par Carl Schmitt et même Hayek, qui appartiennent eux-mêmes à des familles d'idées différentes, mais qui se rejoignent sur une forme d'idéal de gouvernement ou d'État qui conjuguerait à la fois des mesures de libéralisme économique avec une forme de gouvernance politique caractérisée par l'autoritarisme, c'est-à-dire précisément par l'illibéralisme, la réduction et une conception à minima, si ce n'est inexistante, des droits et libertés, et une concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif. Et là, pour le coup, j'ai l'impression quand même que le macronisme, à travers notamment les exemples que tu as indiqués, une appétence pour l'article 49.3, une culture du mépris, finalement, de toute manifestation sociale, quelle que soit sa forme, précisément. Tout cela participe à la montée en puissance d'un libéralisme autoritaire à la française, qui s'inscrit lui-même dans un mouvement historique et global, qui part de Washington jusqu'à Tel Aviv, si j'ose dire, en passant par Paris précisément. Et l'Europe n'échappe pas à ce mouvement-là, donc de libéralisme autoritaire, parce que quand même tu as un unanimisme autour du modèle capitaliste, mais qui se conjugue parfaitement avec finalement une forme d'autoritarisme, mais dans un cadre démocratique au sens le plus simple, voire simpliste du terme, c'est-à-dire un pouvoir qui procède d'élections, plus ou moins libres. Et c'est en cela que l'équation elle est un peu difficile. C'est parce que, précisément, on a affaire à des expressions d'autoritarisme, mais fondées sur une légitimité électorale. Donc, en ce sens, c'est pas tout à fait nouveau. On a eu déjà la légitimité électorale? Le président de la République a été élu. Non, mais les dernières élections, c'est quoi? Non, le président de la République a été élu. Mais certes, mais les dernières, il a été élu avec, je sais pas, moins de 20% de la population. Enfin, si oui, mais c'est alors. Non, mais si d'accord, le critère, mais c'est ça, c'est fini. Il n'y a plus de principe de majorité. Non, mais sur la notion de légitimité, bon, admettons, les élections sont légitimes. Moi, je pars d'une critique. Non, mais les élections, par définition, elles sont légitimes tant qu'elles répondent au cadre dans lequel elles ont été organisées. Je parle pas de légalité, mais de légitimité. Moi, sur le plan politique, je ferais plutôt une critique qu'on peut qualifier de libertaire, anti-autoritaire du système électoral, en disant qu'il n'est pas systématiquement synonyme de l'expression de la volonté populaire, de démécratie, de légitimité. Néanmoins, la notion de libéralisme autoritaire qu'évoque Bélir, c'est des conditions, bien sûr. C'est pour ça que, par exemple, les élections en Hongrie et les élections en France, c'est pas comparable non plus. Dès lors que le pluralisme médiatique, politique n'est pas une réalité, là, il y a une remise en cause de la légitimité de certaines élections. Mais tant qu'on répond à certaines conditions,
On ne peut pas contester des élections. Encore une fois, là, je fais fi de mon opinion profonde sur la question et je me dis, on donne la légitimité absolue au système électoral, on leur concède ça, mais même ça, ils ne le respectent pas. Et c'est pour ça qu'on est plus simplement dans un libéralisme autoritaire. C'est-à-dire que même le résultat des élections, qui est pourtant leur mantra absolu, c'est-à-dire que toujours Macron justifie son pouvoir et les éditorialistes libéraux et bourgeois sur les médias vous disent toute contestation est impossible du pouvoir, Macron a été élu. Mais même lorsqu'ils font fi du résultat des élections, ça interroge. Et moi, je pense en ce sens qu'il y a un cap qui a été franchi. Quand effectivement, il y a les élections législatives anticipées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, que le Front populaire arrive, le nouveau Front populaire en première position, et que malgré ça, Macron décide de gouverner avec Barnier, qui est à la tête de la coalition de la dernière coalition arrivée, enfin de la coalition arrivée en dernière position aux élections, donc les LR, un parti devenu microscopique. Barnier n'était même pas majoritaire dans le parti, il était issu d'une tendance minoritaire et défaitiste du congrès interne des LR. Quand M. Macron... Vous passez d'une élection à une autre, donc le raisonnement, il ne tient pas en vérité. Non, mais parce que sur la séquence post-élection législative, on est d'accord, bien sûr qu'il y a un gros problème de légitimité. Il faut partir des choses telles qu'elles sont. Et au-delà de la question de la légitimité... Ça veut dire quoi, ça, partir des choses on prend le dernier résultat de la dernière élection en date, ce que je vous dis. Ils en font fi. Oui, mais ce n'est pas l'élection présidentielle. Non, mais d'accord. Si on confond les deux élections, on ne comprend plus rien, en fait. Il y a une continuité dans le régime électoral. Et non, il n'y a pas de continuité. Deux élections sont distinctes par définition. Si on commence à les amalgamer, on ne comprend plus rien, en fait. En tout cas, moi, ce que je dis et qui est très clair, c'est que ce monsieur, ce n'est pas juste un libéral autoritaire, c'est quelqu'un qui est dans une politique qui va beaucoup plus au-delà. C'est-à-dire c'est-à-dire que pour moi, il y a un autoritarisme flagrant. C'est pas juste des mesures d'exception, c'est pas un autoritarisme à demi-mesure. C'est quand même un monsieur qui a donné l'ordre de faire couler le sang dans les rues du pays lors du mouvement des Gilets jaunes. Il a donné l'ordre de réprimer par le sang et de reconduire au silence les Gilets jaunes. Il y a eu des dizaines de personnes éborgnées qui ont perdu un œil. Il y a eu des personnes qui sont mortes durant la gestion autoritaire de cette crise. Je pense à Zineb Redouane, qui a reçu un projectile de grenade lacrymogène chez elle et qui est morte asphyxiée à Marseille le 1er décembre 2018. Il y a eu des milliers de personnes qui se sont retrouvées arrêtées, traînées dans les tribunaux. Le 1er et le 8 décembre, il y a eu plusieurs centaines de gardes à vue dans des mêmes journées avec des gens qui se sont retrouvés dans le 93 emmenés dans des entrepôts. Il y a des classes de lycéens à Mantes-la-Jolie qui se retrouvent à genoux, mains sur la tête. Il y a une gestion de la crise sanitaire totalement délirante où le pays décide, le président d'un seul homme, de confiner les gens. Non, pour moi, on est face à un autoritarisme qui est flagrant. Il vole le résultat des urnes lorsque ça ne lui convient pas. Je pense au-delà, et sincèrement, qu'il faut arrêter dans la demi-mesure. Non, la demi-mesure, mais en fait, soit on parle de mesure, d'actes ou des mots, mais qui correspondent à quelque chose de précis. Quand vous passez... C'est pas précis. Un vol d'élection, je ne sais pas ce que ça veut dire, par exemple. Quand les gens rejettent la politique de M. Macron et que malgré tout, il continue, malgré ce rejet massif, de nommer... L'avocat de Macron, merci. Non, mais quand les gens rejettent majoritairement... Un peu de rigueur, quoi, juste un peu de rigueur. Non, mais enfin, c'est bien joli les procès en rigueur, mais honnêtement... C'est pas un procès en rigueur, on juste passer de... Juste peut-être le fait de parler de vol, sachant qu'une partie... soyons honnêtes, de la gauche a quand même appelé à voter pour Macron. On sait dans quel contexte pour éviter l'extrême droite au pouvoir. Il y a une question de légitimité peut-être, mais une question presque abstraite de légitimité parce que légalement, il n'y a rien à dire sur... En tout cas, M. Barnier et puis M. Bayrou font partie chacun, donc LR puis le MoDem, des groupes qui sont les plus minoritaires, qui ont les plus faibles effectifs même les éditorialistes nationale. Non, mais moi, ce que je des médias mainstream le disent, donc c'est pas ça le problème. Enfin, le problème, c'est qu'on a un gars qui gouverne quasiment tout seul et qui fait fi de tous les... D'accord, il faut y mettre fin. C'est pas une découverte. J'aimerais qu'on parle d'un autre aspect. Peut-être que le débat actuel, finalement, met au second plan celui de l'avancée du capital, de ce libéralisme outrancier, parce que sur le plan économique, parler d'unité alors que le Covid a plus que jamais creusé les inégalités, c'est quand même un peu osé. Moi, c'est ce qui m'intéresserait quand on sait précisément que la richesse des 10 hommes les plus riches du monde a doublé pendant le Covid. Est-ce que ce n'est pas là le véritable point sur lequel on devrait se soutrer, se scandaliser ? Disons qu'effectivement, quand on en arrive à
un seuil d'inégalité sociale aussi visible, aussi ostentatoire. C'est-à-dire que quand on arrive à une telle concentration des richesses entre les mains de quelques-uns, que c'est assez flagrant, voire totalement flagrant, que Macron œuvre pour servir la soupe aux plus riches et à une petite minorité à travers des cadeaux fiscaux sans cesse, des allègements fiscaux pour les plus puissants, avec une politique profondément antisociale de déstructuration des services publics, de casse des conquis sociaux comme du système de retraite qui a été attaqué à de multiples reprises, et là sous prétexte d'emballement belliqueux on voudrait s'y attaquer à nouveau. Effectivement, il est clair que M. Macron c'est l'ami d'une minorité de puissants, d'ultra riches, et qu'en ce sens il a besoin d'affirmer son pouvoir, d'asseoir son pouvoir, de concentrer davantage du pouvoir face aux contestations que pourrait générer ce renforcement de la pyramide sociale et des injustices. Donc pour moi, c'est deux mécanismes qu'il faut analyser en même temps, à savoir ce développement des inégalités, ce développement de la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns et l'emballement autoritaire. Pour moi, les deux, on doit les lire d'un même regard. Bélir, est-ce que justement les injustices sociales, les inégalités, la croissance folle de la fortune des milliardaires n'est pas le véritable marqueur de cette fracture sociale qu'on connaît? Moi, je soulignerais d'abord et avant tout le mouvement global dans lequel s'inscrit en fait la réalité franco-française. Par exemple, Donald Trump, c'est l'incarnation de cette montée de ce qu'on pourrait qualifier de plutocratie. C'est-à-dire finalement le fait que le pouvoir revienne aux plus riches. Et c'est en cela qu'il y a là effectivement une crise de la démocratie, dans la mesure où il y a une part de fiction finalement dans le principe suivant lequel le pouvoir revient au peuple. C'est dès lors que de facto, il revient directement ou indirectement aux plus riches. Et là, tu as une illustration vulgaire, j'allais dire, mais au moins explicite et assumée aux États-Unis. Et en France, il y a ce débat également sur finalement la proximité entre le pouvoir politique et le pouvoir économique et financier, qui s'affiche plus ou moins. En plus, j'ai notamment les images entre le couple Macron et Bernard Arnault et d'autres. Et puis, cette idée qui est plutôt avérée, suivant laquelle, finalement, il y aurait une poignée d'hommes qui auraient nourri la dynamique Macron avant même qu'il ne se lance dans la course présidentielle. Donc, c'est une réalité qui caractérise le phénomène Emmanuel Macron, tel qu'elle restera dans l'histoire de la Ve République, mais qui en même temps s'inscrit dans un mouvement global qui n'est pas propre à la France et qui est vraiment problématique en ce sens où ça pose la question du rapport entre le politique et l'argent. Et est-ce que c'est l'argent et les forces du capital qui doivent trancher des questions politiques? Et peut-être que fondamentalement, ce n'est pas si nouveau que cela. Ce qui est plus nouveau, je trouve, c'est vraiment le côté assumé, plus visible, et qui renvoie à des choses vraiment classiques, notamment dans le débat d'idées, dans les théories des idées politiques, notamment dans l'idée suivant laquelle les plus compétents, les plus légitimes pour exercer le pouvoir, ce sont les plus riches parce qu'ils ont le sens de l'intérêt commun, même lorsqu'en réalité, leurs politiques satisfont d'abord et avant tout leurs intérêts particuliers. Donc on en revient de vieilles idées qu'on pensait dépassées, et c'est en cela qu'il y a ce sentiment de régression démocratique aussi, parce que tout cela s'inscrit dans un cadre formellement et qui se présente comme démocratique et non pas autoritaire, mais qui se nourrit d'idées régressives, primitives, et qui nourrit la crise démocratique. Alors, Iti, je rappelle que dans ton ouvrage, tu évoques assez longuement ce procès dans lequel tu es embarqué, puisque l'Élysée a déposé plainte contre toi après des propos que tu avais tenus au Salon de l'Agriculture en 2024. Et tu avais dit « Les borgneurs n'oublient jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber des têtes » en interpellant Emmanuel Macron. Est-ce que cette façon-là de s'exprimer, de faire le bilan de Macron, c'est aussi une espèce de point de fin de règne pour donner une image plus classe que celle que tu as voulu dépeindre dans ce livre?
Disons que cet ouvrage, donc Quand les monarques nous font taire, qui va paraître ce jeudi 20 mars aux éditions Massot. Je ferai d'ailleurs, je le précise, une soirée de lancement pour les amis et camarades qui sont en région parisienne, au 8 rue Belhomme, dans le 18e arrondissement, à laquelle vous êtes toutes et tous conviés ce jeudi à 20h, ce jeudi 20 mars. Cet ouvrage, il est assez intéressant dans la mesure où il donne une image à travers un exemple assez éloquent du processus de fascisation, de silenciation des voix populaires, de répression, de mise au pas de la société qui est en cours et qui est symptomatique d'un régime qui est finissant, d'un changement d'air en devenir, dans la mesure où quand la bourgeoisie est acculée, quand on en arrive à un degré d'injustice qui génère des crises, qui génère une remise en question, eh bien le pouvoir, pour se maintenir, fait déferler un autoritarisme et une répression assez dingue et assez ubuesque au sens littéral du terme, à l'œuvre de Ubu, parce que effectivement on a vu ces dernières années sous le macronisme une multiplication des procédures autoritaires, des procédures bâillons, et Macron on en a un exemple formidable. Pendant la crise sanitaire par exemple, on a commencé par ça. Il y a des gens qui se sont fait perquisitionner, qui ont été arrêtés et placés en garde à vue simplement parce qu'ils avaient fait des posts Facebook où ils avaient mis des banderoles devant chez eux Macronavirus. Et donc à travers ce bouquin, j'ai voulu prendre un exemple que je connais de près parce qu'il me concerne, à savoir le procès qui m'est intenté par l'Élysée suite à une déclaration que j'ai faite en 2024 au Salon de l'Agriculture. Donc j'ai dit à Macron, l'éborgneur, en référence aux ordres qu'il avait donnés de faire éborgner les Gilets jaunes, n'oublie jamais qu'on est dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques. Je lui avais dit ça parce que ça me semble important de rappeler l'histoire, de raviver la mémoire des luttes et des luttes populaires notamment et des mouvements révolutionnaires. Effectivement, en France, nous sommes fiers au niveau populaire de notre histoire, de la Révolution française, qui a mis fin à la monarchie absolue, mais nous sommes fiers également d'être dans le pays, au sens plus large du terme, qui fait tomber la tête des monarques, à savoir le pays qui contraint tout un tas de monarques à l'abdication. Ça a été le cas de Charles X, qui a été contraint par le peuple de Paris à l'abdication en 1830, ça a été le cas pour Louis-Philippe, donc des têtes, il n'y a pas juste celle de Louis XVI qui est tombée au sens littéral, il y en a plusieurs qui sont tombées en ce sens que le peuple a contraint un certain nombre de monarques à l'abdication. Et en fait, j'ai dit ça à Macron pour lui dire qu'effectivement, aujourd'hui, il se sent tout-puissant. Aujourd'hui, il mène une politique profondément injuste. Il a une armée de CRS, comme dirait le rappeur Kerry James, pour le protéger. Il ne reste plus que cette armée de CRS pour le séparer, lui et son élite, du peuple. Mais un jour, ça prendra fin. Parce que le réveil du peuple va advenir. Parce qu'on est malgré tout dans une effervescence populaire dans le pays depuis le début du quinquennat Macron. Des Gilets jaunes à Sainte-Soline en passant par Nanterre, il y a un pays qui est en ébullition. Et donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que, en fait, évidemment, dans l'histoire, les monarques, ils multiplient les procédures bâillons. Mais par contre, et dans ce bouquin, je commence par ça, je fais une petite histoire du détournement des procès bâillons par les personnes visées. Parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont résisté, qui ont eu l'intelligence et le génie politique de détourner ces procédures pour en faire des tribunes politiques. Ça a été notamment le cas de militants anarchistes dans la région lyonnaise en 1883, on appelle ça le procès des 66, qui ont été mis en cause dans le cadre du délit d'association internationale instauré en 1873 suite à la Commune de Paris. Et ils ont fait de ce procès une véritable tribune, si bien que des gens qui n'étaient pas inculpés, comme l'anarchiste géographe Élisée Reclus, qui vient de Sainte-Foy-la-Grande, comme moi, j'en suis pas peu fier, eh bien, il a demandé à être inculpé en écrivant au juge d'instruction alors qu'il n'était pas sur le sol national. Donc ce que je veux dire par là, et le message que je veux adresser aux gens avec ce bouquin dans lequel il y a beaucoup de contributeurs comme Christophe Détinger, Étienne Balibar, Barbara Stiegler, Michel Rio-Sarcé, c'est qu'en fait on peut se défendre, on peut contre-attaquer face aux dominants et aux puissants qui veulent nous faire taire. En fait, quand les monarques nous font taire, on devient plus fort. C'est l'idée de ce bouquin, c'est le message que je veux faire passer, et je vous invite à le lire parce qu'il peut donner de l'espoir. Il peut donner de l'espoir en cela qui montre, c'est un peu un manuel qui nous montre qu'on peut résister aux dominants et on peut les renverser. Merci Riti. Le mot de la fin sur cette première partie pour toi, Bélir. Non, juste peut-être pour dire qu'effectivement, il y a de quoi, pour le moins, être vigilant sur cette longue et lente dérive liberticide qui est manifestée par une série d'actes qu'a pu prendre des gouvernements successifs, et malheureusement, pour être tout à fait honnête, on va aller au-delà des quinquennats Macron. Tu avais déjà une trace assez manifeste de cette dérive sous Nicolas Sarkozy en particulier, et sous le couple Valls-Hollande. Et en même temps, attention,
de mon point de vue, à une forme de sacralisation du peuple, parce que le peuple qui a décidé, qui aurait décidé directement ou indirectement du sort de Louis XV, c'est aussi le peuple qui a célébré Napoléon. C'est aussi le peuple qui a laissé se développer la République coloniale. C'est aussi ce même peuple de France. Donc moi, je ne suis pas pour la sacralisation d'un peuple fictif qui, en réalité, tombe dans le même ou dans les mêmes travers que le roman national, celui d'Emmanuel Macron, en vérité. Donc, vive l'histoire et à bas le roman national. Alors, juste pour faire du tac au tac, je ne sacralise pas le peuple. D'ailleurs, on devrait davantage parler des peuples, parce qu'il y a une multiplicité de peuples, effectivement, dans ce pays et dans le monde. Mais par contre, je dis que je préfère que ce soit lui qui ait le pouvoir qu'une petite minorité. Merci beaucoup. Merci Riti. Je rappelle le titre de ton livre, « Quand les monarques nous font taire, le retour du crime de lèse-majesté » aux éditions Massot, publié ce 20 mars, jeudi 20 mars. On se retrouve une prochaine fois pour en parler peut-être plus en longueur.